bien, bonjour à toutes et à tous. En ma qualité de directeur de la prévention médicale, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Évidemment, nous aurions préféré tous nous retrouver en présentiel, mais la crise sanitaire nous en empêche et c'est la raison pour laquelle nous organisons cette remise du Grand Prix d'une façon distancielle. J'espère que cela n'obérera pas l'intérêt que vous porterez aux projets qui vont vous être présentés maintenant. Quelques mots sur notre association. D'abord, sur un plan de la gouvernance, j'ai le plaisir d'avoir à ma droite le docteur Pierre-Yves Gallard, qui est notre président. Et cette association, qui est une association de loi de 1901, a pour particularité le fait d'avoir à côté de son conseil d'administration un conseil scientifique dont on vous reparlera, puisqu'il a eu un rôle évidemment extrêmement important pour la préparation de cette remise du Grand Prix. Cette association, elle a été créée en 2004 à l'initiative du groupe MACSF et du sous-médical et avec la participation aussi de la CSMF, principal syndicat de médecins, et de la CNSD, qui sont devenus les chirurgiens dentistes de France aujourd'hui. Nous avons aussi des membres associés et je souhaite citer à ce titre le Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et enfin le Conseil national de l'ordre des sages-femmes. L'objectif, les objectifs de la prévention médicale, eh bien, c'est la prévention des accidents médicaux. Les accidents médicaux, ils sont encore trop nombreux, même si nous pouvons nous targuer d'avoir une médecine de très grande qualité en France. Mais ils sont à la fois encore trop nombreux et d'autre part, les différents travaux qui ont pu être menés eh bien, traduisent tous le constat que bon nombre d'accidents pourraient être prévenus, pourraient être évités. Et voilà l'objectif de la prévention médicale, c'est la prévention des accidents médicaux, parce que ces accidents médicaux, ils créent de multiples victimes. D'abord, évidemment, les victimes directes, que sont les malades, et puis en second lieu, des victimes indirectes, que sont les professionnels de santé, auteurs de ces éventuelles erreurs qui peuvent laisser chez ces professionnels de santé des drames difficilement surmontables. Notre association, que représente-t-elle? Quels sont ses travaux? Eh bien, d'abord, c'est un site internet d'une très grande richesse que je voudrais souligner, tout simplement compte tenu de la qualité de ceux qui font vivre ces travaux, ce site internet. Et donc, je ne peux que vous inviter à vous référer et à lire ce que nous publions de façon très régulière sur ce site qui est sans doute le site le plus poussé en matière d'information sur la prévention des accidents médicaux. C'est aussi au niveau de notre association de multiples travaux qui débouchent sur des formations que nous proposons aux professionnels de santé destinés évidemment à les aider dans la prévention. Et puis, c'est la participation à de multiples colloques, à de multiples réunions, et puis des aides aux professionnels de santé, des aides aux établissements qui peuvent nous solliciter, toujours dans le cadre de cet objectif de prévention des accidents médicaux. Et puis, je voudrais terminer en vous précisant que la prévention, c'est aussi chaque année la remise d'un grand prix qui nous réunit aujourd'hui, puisque à partir des travaux de notre comité scientifique, eh bien, nous sélectionnons les meilleures initiatives, les meilleures réalisations en termes de prévention des accidents, en termes de prévention des erreurs. Et c'est aujourd'hui donc l'occasion de féliciter, de décerner ces trois prix, un premier prix, un deuxième prix, et puis un prix destiné aux jeunes, aux étudiants et aux internes. Vous allez donc connaître les récipiendaires de ces prix
que je félicite d'ores et déjà, puisque nous en sommes certains, c'est par la publicité qu'on peut donner à tous ces travaux, que la prise de conscience d'une part, et que du risque, et que la prévention du risque peut passer. Je remercie Nicolas d'avoir présenté cette association dont je suis le président. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la prévention des accidents médicaux. Très très longtemps, j'avais fait une thèse, j'avais revu 300 dossiers de chirurgie viscérale. Et c'était une époque où la prévention des accidents médicaux n'était pas encore quelque chose d'important. Or, c'est maintenant quelque chose d'essentiel. Et je suis très impatient d'écouter et d'entendre ceux qui ont été choisis pour ce Grand Prix 2020, notamment Laprage pour sa méthode d'analyse des problèmes, notamment Max pour la manière d'éviter les biais cognitifs. Nous aurons certainement l'occasion de leur demander des explications. Et puis, il y a également le prix qui est l'étude des erreurs, l'évitement des erreurs, la prévention des erreurs, apprendre de ces erreurs. Nous aurons beaucoup de questions à leur poser. Donc, les trois grands prix, c'est d'abord Laprage, qui est une méthode d'analyse par les problèmes, faire profiter des autres de leur expérience, ce qui est évidemment quelque chose de très, très important pour nous, professionnels de santé. Le deuxième prix, c'est Max by Midday. Je ne sais pas si je prononce votre nom correctement, qui est un service d'assistance cognitive digitale pour les professionnels de santé. Et je suis très impatient de les entendre parler de la suppression des biais cognitifs. Et puis le troisième sera Synthose, comment apprendre de ses erreurs, comment prévenir les erreurs à l'aide d'un outil numérique. Voilà, donc je donne la parole au premier prix. Merci beaucoup. Madame Moll, Messieurs Gallard, Gombaud, ainsi que l'ensemble du jury et les membres de la prévention médicale, permettez-moi de vous remercier et de vous exprimer combien je suis honorée d'être parmi vous cet après-midi et extrêmement reconnaissante de recevoir ce Grand Prix de la prévention médicale. Cette récompense est d'autant plus un honneur qu'elle est attribuée par votre association reconnue et incontournable lorsque l'on évoque la prévention des risques médicaux et paramédicaux. Et s'il est une organisation qui partage le retour d'expérience, les connaissances, les recherches concernant les risques médicaux, c'est bien la vôtre. À son humble échelle, la structure régionale d'appui de Nouvelle-Aquitaine, le CECA, a à cœur elle aussi de sensibiliser, d'accompagner les professionnels aux démarches qualité et sécurité des soins. Et l'une des missions de ces structures régionales d'appui, c'est celle qui est donnée d'aider et d'accompagner les soignants pour l'analyse des événements indésirables graves associés aux soins. Au sein du CECA, en Nouvelle-Aquitaine, c'est le projet PRAGE, qui veut dire Plateforme régionale d'appui à la gestion des événements indésirables, qui est au sein du CECA et qui existe depuis 10 ans et qui est missionné donc, pour partager les retours d'expérience. Le Serious Game que je vais vous présenter a été rendu possible grâce au soutien de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, de mes collègues du CECA, et plus particulièrement ma collègue sur la mission EIGS pendant 10 ans, le docteur Léculé, récemment à la retraite. Et enfin, je voudrais remercier CCCP, le studio de développement du Serious Game. Mais surtout, il faut remercier les professionnels de santé qui ont accepté de partager leur analyse approfondie des causes qui ont été utilisées pour les analyses de scénarios cliniques, et je les remercie chaleureusement. L'attribution de ce prix ne peut que nous inciter à poursuivre nos actions. Je vous en remercie très sincèrement. Donc, je vais vous présenter un petit peu rapidement le Serious Game avec la première diapositive. Et on va commencer, si vous le permettez, par un petit film, une bande-annonce qui dure environ 1 minute. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Merci. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment a été initié ce projet et ce que sont les analyses de scénario clinique. Donc, les analyses de scénario clinique, en fait, c'est une méthode qui a été mise au point et validée par les HRQ aux États-Unis. Et depuis 2003, en fait, le CK s'est emparé de cette méthode pour la proposer aux professionnels de santé. Le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine l'utilise aussi régulièrement. En fait, l'analyse de scénario clinique repose sur l'analyse approfondie d'un événement soit porteur de risque, soit événement indésirable grave. Et l'objectif est qu'une équipe de soins qui n'a pas été impliquée du coup et qui est donc décomplexée par rapport à cet événement, évalue le niveau de risque dans son unité pour identifier de manière collective les points forts, les pistes d'amélioration et les barrières de sécurité qu'il faudrait mettre en place, qu'elles soient de prévention, de détection, de récupération ou d'atténuation. Le but ultime, bien entendu, c'est d'éviter qu'un événement à peu près similaire ne se produise dans leur service. Donc cette méthode par approche des problèmes, elle est décrite dans le guide de simulation en santé et gestion des risques publié par l'HAS, qui recommande de l'utiliser via des situations filmées, des reconstitutions, des événements indésirables graves associés aux soins ou des événements porteurs de risques. Ce qui paraît très intéressant, qui est un beau projet à porter, mais qui est quand même beaucoup plus compliqué et complexe qu'un serious game qui nous a paru plus simple dans un premier temps. Peut-être la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ce travail, il a été réalisé en plusieurs phases. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Avant toute chose, je voulais préciser que pour permettre ce travail, comme je l'ai déjà dit, il faut identifier les risques. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des professionnels qui aient déclaré et analysé ces événements. Donc, ce sont les analyses approfondies et les retours d'expérience validés par ces équipes qui ont hélas été confrontées à ces événements qui ont permis finalement ce travail. Donc, dans le cadre d'un master spécialisé réalisé à l'Institut Culture Sécurité Industrielle de Toulouse en 2018, que j'ai eu le privilège de suivre, il y a eu une demande institutionnelle pour cette thèse professionnelle de mettre à disposition des analyses de scénarios cliniques pour les professionnels de santé à la fois du secteur sanitaire et du secteur médico-social. On a donc identifié plusieurs retours d'expérience et on a privilégié des histoires, des analyses où il y avait quand même un facteur organisationnel et humain important dans ces événements. Et on a proposé donc 11 analyses de scénarios cliniques, on va dire version papier, et un guide pour l'animateur pour réaliser ces sessions de travail collectif. En 2019, en avril, nous avons répondu à un appel à projet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine sur la simulation, réalisé un cahier des charges et rencontré des prestataires. Et en septembre 2019, nous avons eu l'accord et le soutien financier de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour réaliser ce travail. Donc, le travail d'élaboration a pu commencer et un premier scénario a été testé et proposé lors de la semaine sécurité des patients en novembre 2019. Et la version finale du jeu, avec l'ensemble des scénarios, a été soumise et mise en ligne en automne 2020. Alors, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Le jeu est proposé finalement dans quel but? L'objectif ultime, c'est vraiment que les soignants se familiarisent à l'analyse approfondie des causes, notamment en utilisant la méthode ALARM. Et puis, l'objectif, c'est qu'à travers ce retour d'expérience, à travers ce qu'ont vécu leurs collègues, ce qu'ont analysé leurs collègues, le plan d'action qu'ils ont élaboré, eh bien, qu'ils se posent les questions suivantes. Est-ce que dans mon unité de soins, dans ma structure de soins, nous avons des barrières pour éviter ce type de situation à risque? Est-ce que les solutions qui sont proposées par mes collègues, je peux les mettre en œuvre dans mon unité de soins ou pas? Est-ce que nous pouvons réfléchir ensemble, et c'est le but de l'analyse de scénario clinique, entre professionnels pour avoir des solutions adaptées pour éviter cet événement dans notre activité de soins au quotidien. Et puis, c'était aussi un des buts, c'était de sensibiliser les professionnels de soins à l'importance des facteurs organisationnels et humains dans nos pratiques au quotidien. Une petite précision, mais qui a son importance, c'est que nous avons volontairement jamais parlé du facteur patient, même si on sait qu'il y a bien sûr parfois des implications du patient dans les événements indésirables graves,
Mais c'était un choix assumé, car le constat qui est fait par la Haute Autorité de Santé dans son rapport annuel sur l'activité des événements indésirables graves associés aux soins, qui est fait dans le but de comprendre et d'apprendre des événements qui se sont passés ailleurs, montre que trop souvent, le facteur patient est identifié, alors que les autres facteurs latents, finalement, sont peu identifiés et peu analysés. Donc, c'était vraiment une volonté de notre part que d'accentuer sur le travail que nous pouvions faire en tant que professionnels de santé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les modalités du jeu, on vous recommande très fortement le mode multijoueur. On va le voir pourquoi. Le but, c'est vraiment de travailler en équipe. Cependant, effectivement, on peut accéder au jeu en mode solo. Le jeu est accessible donc depuis un ordinateur, tablette et téléphone, notamment pour le mode multijoueur. Et c'est vraiment le mode multijoueur qui est conseillé, puisque c'est vraiment une analyse collective de nos barrières qui sont présentes ou absentes pour éviter cet événement. Un guide de l'animateur, qui est une aide pour le professionnel qui va être en charge effectivement d'effectuer cette réunion avec son équipe, est mise à disposition, nous le verrons un peu plus loin, sur le site du CK, comme bien d'autres outils qui sont complètement libres d'accès. Je vais vous proposer de vous parler sur la diapositive suivante des tests. Donc, avant de mettre en ligne ces outils, nous les avions testés dans le cadre du master et nous avions effectué des tests auprès des professionnels de santé qui ont accepté de faire cette méthode, d'utiliser cette méthode en fait pour évaluer les risques dans leur unité de soins. Et vous voyez que finalement, ils sont très partants. Et ce qu'on savait déjà par les publications précédentes, qu'effectivement, c'est une méthode qui est perçue de manière très favorable par les soignants parce que cette méthode, c'est une histoire vraie. Ça c'est arrivé ailleurs, mais ce n'est pas arrivé chez eux, donc ça les déculpabilise. Ensuite, ils trouvent que ça va vite, et vous savez bien que les professionnels, à l'heure actuelle, n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est une méthode qui est appréciée aussi par le fait que ce soit réalisable d'une manière assez courte. Et puis, ils trouvent qu'on peut dégager des idées et mettre en place des barrières assez facilement suite à cette analyse. Et donc, c'est très positif. Les actions très concrètes émergent à la suite de ces réunions. Donc, la perception par les équipes lors des tests est très, très bonne, ainsi que les animateurs. Je vais vous proposer maintenant de voir comment on peut accéder à ces outils sur les diapositives suivantes. Voilà, donc l'accès à tous nos outils pour la mission, en tout cas, événements indésirables graves associés aux soins, est libre sur le site du CK. Donc, le site du CK propose dans l'onglet Activités un certain nombre de thématiques et vous avez la thématique qui est réservée aux événements indésirables graves associés aux soins. Donc, la mission qui est confiée à l'équipe PRAGE. Et ensuite, sur la diapositive suivante, vous pouvez voir que vous avez à ce moment-là accès à tous nos outils. Donc, il y a des outils pour les équipes qui ne savent pas comment utiliser la méthode, par exemple, d'analyse approfondie des causes. Mais bien sûr, vous allez retrouver toutes les analyses de scénarios cliniques, on va dire version papier, le guide de l'animateur, le Serious Game et la bande-annonce que je vous ai présentée. Et puis surtout, vous allez avoir accès à chaque analyse de scénario clinique et rattaché à donc un retour d'expérience qui est publié sur le site. En fait, on a une centaine de retours d'expérience maintenant publiés sur ce site et qui sont en accès libre. Voilà, je vais vous proposer la dernière diapositive. Juste pour vous montrer un petit peu où nous en sommes au 22 février. Nous venions de mettre en ligne donc l'ensemble des 10 scénarios on va dire en octobre 2020 et en février, on avait à peu près 1400 connexions avec, si on peut faire un classement avec ce nombre qui n'est pas très important, mais voilà, les scénarios qui étaient les plus utilisés, médecine, SSR, chirurgie, EHPAD.
obstétrique, urgence, santé mentale, bloc opératoire. Je crois qu'après, c'est anesthésie et réanimation, bon, voilà, qui se tiennent. Franchement, les chiffres ne sont pas très, très différents. Mais voilà, pour vous dire que c'est en train d'être utilisé par les professionnels de santé. Voilà, les dernières diapositives. Je vous remercie de votre attention et je remercie une nouvelle fois les membres du jury, les professionnels de la prévention médicale, plus particulièrement Madame Moll, Monsieur Gallard et Monsieur Gombaud, pour l'honneur et la confiance qu'ils nous ont accordé. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Madame qui représentait la Prage. C'était une belle présentation. Nous sommes heureux que vous ayez été choisi par le comité de sélection. Nous allons passer la parole à Marie-Christine. Oui, alors bon, oui, alors oui, bien sûr, je vous remets virtuellement un chèque de 6 000 €. Voilà. Merci beaucoup. Merci de repasser la parole. Effectivement, c'était les aléas de la connexion à distance. Je suis désolée pour cette coupure. Je ne sais pas ce que vous avez dit avant parce que j'ai été coupée, donc je ne vous ai pas entendu, mais je voulais simplement dire que le comité scientifique de la prévention médicale donc, élit effectivement chaque année trois sujets dont on espère qu'ils vont être des idées intéressantes pour la sécurité des soins. Et donc, les trois récompensés aujourd'hui sont typiquement des outils et des méthodes qui, nous le pensons, peuvent apporter plus de sécurité dans les soins. Et donc, Nathalie l'a bien dit, on est sur l'apprentissage par l'erreur et une accessibilité de cet outil à un maximum de personnes. Ce qu'on sait que dans les établissements de santé aujourd'hui, c'est toujours difficile de libérer du monde pour se former. Alors, le deuxième prix, parce qu'il faut bien un premier et un deuxième, mais sa qualité n'est pas moindre. Donc, c'est Jean-Christophe Sechka qui nous le propose, qui est médecin anesthésiste réanimateur. Et sa solution Marie-Christine, peut-être qu'on peut poser des questions au sujet du… Oui, si vous avez des questions, en effet, on peut poser des questions. Nathalie ? Oui, alors bonjour à tous. Je suis chargée là de me faire l'écho des questions qui nous sont remontées de la part de tous les participants de cette remise de prix. Donc notamment, il y avait cette question qui concernait en fait l'efficacité du dispositif. Est-ce que vous considérez que ce dispositif est suffisant en lui-même ou est-ce qu'il doit s'accompagner d'un enseignement ou être intégré dans un programme d'enseignement? Programme d'enseignement, peut-être pas, mais en tout cas, ce qui a été montré, c'est que ce sont la répétition de ces analyses de scénarios cliniques avec les équipes qui font comme des piqûres de rappel. Ça tombe bien, en ce moment, on est en pleine période de vaccination. Mais effectivement, c'est le fait de régulièrement se confronter à des histoires qui sont arrivées chez les autres qui fait que l'équipe prend conscience des barrières à mettre en place, ou en tout cas qui étaient en place et qui peut-être sont en train de s'affaiblir. Donc, plus que de la formation, c'est plus du travail collectif pour améliorer nos pratiques au quotidien, en fait. D'accord. Alors, une autre question peut-être plus pratico-pratique. Combien de temps dure ce jeu? Et puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu plus de 1400 utilisateurs, est-ce que vous savez combien, enfin 1400 utilisations, est-ce que vous saviez à combien de personnes, combien il y a de participants à chaque fois? Alors, effectivement, c'est une excellente question. Ce qu'on a comme résultat, on sait le nombre de connexions, on va savoir quels scénarios ont été utilisés, on va aussi connaître les réponses qui ont été données. C'est-à-dire que ça nous permet de voir s'ils arrivent à identifier les facteurs latents, les causes immédiates. Est-ce que dans le plan d'action, il y a plus d'actions, certaines actions qui ont été plus perçues par les soignants. Par contre, effectivement, en mode dit multijoueur, effectivement, on ne sait pas combien de joueurs se sont connectés. Ça, c'est une erreur de débutant. Dans le cahier des charges, on n'a pas forcément pensé à récolter l'ensemble des données. Donc, effectivement, ça, on n'a pas forcément pensé à cette demande-là pour avoir tous ces résultats. Et alors, peut-être dernière question, concernant le bilan, vous disiez que, bon, évidemment, dans chaque jeu, il y a une sorte de modérateur ou de guide.
Est-ce qu'il y a un bilan, une sorte de débrief qui est fait après chaque jeu? Est-ce que c'est formalisé d'une certaine manière? Oui, tout à fait. Merci de la question. Je vais répondre aussi, et je n'ai pas répondu entièrement à la question précédente. Alors, le temps d'une analyse d'un scénario, c'est à peu près 30 à 40 minutes version, on va dire, papier. Pour le jeu, le Serious Game, c'est à peu près 40-45 minutes. Ce qu'on conseille souvent, c'est de prévoir 1 heure, parce qu'effectivement, et là, ça répond à la question que vous venez de poser, on incite vraiment les gens à consulter le guide de l'animateur, et effectivement, il y a cette synthèse qui doit être faite par la personne qui a ce rôle d'animateur pour résumer finalement quelles sont les barrières qui sont identifiées comme étant présentes dans l'unité de soins, quelles sont celles à mettre en place, et refaire une synthèse de… Après, c'est comme tout plan d'action, entre guillemets, même s'il y a une échelle beaucoup plus macro, on va dire, d'équipe et d'unité de soins. Mais effectivement, il faut que quelqu'un se charge de cette synthèse, se dire, effectivement, on a un certain nombre d'actions à mettre en place, qui s'en occupe, quand, comment, voilà. Donc, effectivement, cette synthèse, elle est essentielle. Il y a un briefing au départ, il y a un débriefing à la fin. Très bien, merci. Plus de questions pour moi pour l'instant. Je poserai bien une question. Vous avez dit, quand vous avez commencé l'organisation de votre projet, vous avez dit, pouvons-nous réfléchir ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez posé cette question? En fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les soignants ont un temps limité de réunion et un temps de plus en plus limité, justement, de faire des petites mises au point. Et ça fédère, en fait, ce moment de se dire on va se poser ensemble, écouter ce qui s'est passé ailleurs, finalement, et réfléchir, est-ce que ça pourrait se dérouler chez nous et que pourrions-nous faire pour ne pas que ça arrive? Et ben, ça refédère l'équipe en se disant, effectivement, ça pourrait nous arriver, on n'avait pas pensé à telle chose. Donc, c'est ce qui nous ont fait revenir dans la perception des équipes, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, donc ça, ils l'apprécient. Ça les remet sur une équipe pluriprofessionnelle avec effectivement ce temps de partage qui est extrêmement important pour améliorer, sécuriser les soins. Donc, oui, à cette question, comme vous le disiez, peut-on réfléchir ensemble? Oui, la réponse a été positive par les équipes et très appréciée. Merci. D'accord, donc on va peut-être passer du coup au deuxième prix. Donc Jean-Christophe Sechka, comme je vous le disais, il est médecin légiste réanimateur. Il nous propose une solution qui est intéressante en situation de crise, et Dieu sait si en anesthésie on peut en avoir de temps en temps, qui est d'avoir accès à des aides cognitives qui jusqu'à présent étaient plus des aides cognitives papier, qui étaient un petit peu difficiles d'accès. Et là, dans le feu de l'action, on va pouvoir avoir accès à cette aide cognitive, avoir accès à un coach qui va aider finalement à ne rien oublier et à éviter un petit peu les erreurs humaines. Donc, peut-être, Jean-Christophe Sechka, vous pouvez nous présenter votre projet avant qu'on vous remette ce deuxième prix. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, un grand merci à la prévention médicale. Donc, je suis vraiment ravi de faire partie des lauréats de ce Grand Prix 2020. Un grand merci à Marie-Christine Moll, puisque au décours d'une conversation un petit peu au débeauté, m'a proposé de poser ma candidature à ce concours, et sans ça, j'aurais sans doute jamais eu la hardiesse de le faire. Donc finalement, ça se termine bien avec ce prix, vraiment, j'en suis ravi. Je vais donc vous raconter une petite histoire, l'histoire des outils Max que donc j'ai pu développer au cours de ces 5 dernières années. Je passerai la vidéo après la présentation, puisqu'en fait la vidéo illustrera, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent en situation les outils d'aide cognitive qu'on a pu développer. Et puis, si vous le voulez bien, je vais démarrer ma présentation. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait médecine sur le tard. Et je suis maintenant, depuis une petite vingtaine d'années, anesthésiste réanimateur en CHU à Lyon. Et puis, à côté de ça, depuis 6-7 ans, je suis également instructeur au centre de simulation de l'université Rockefeller, de l'université Lyon 1, donc à Lyon également, le CLES.
Et puis, l'histoire de ces aides cognitives et de la start-up qui est née de ce projet vient tout d'abord de remarques personnelles, à savoir que d'abord les prises en charge que je faisais n'étaient pas toujours parfaites, que quand je suis fatigué, quand je suis stressé, la qualité des prises en charge peut s'en ressentir. Et puis, au décours de nombreux débriefings en simulation, parce que je passe à peu près un quart de mon temps au centre de simulation, on se rend compte que d'abord, ce qui est rassurant, c'est qu'on n'est pas le seul à faire des erreurs, et puis qu'il y a quand même toujours des points positifs à tirer, et que l'erreur fait partie de l'enseignement. Néanmoins, pour éviter de refaire plusieurs fois les mêmes erreurs qui conduisent quand même à beaucoup d'accidents évitables et avec un coût certain pour la société, j'étais pas satisfait. Il n'y avait pas vraiment d'outils qui pouvaient m'aider à faire mieux. On n'avait pas vraiment, comme dans l'aéronautique, la culture des protocoles papier, cette culture de la communication d'équipe qui commence à venir, mais il y a 5 ans, on n'en parlait pas trop. Et je me suis dit, on va peut-être pouvoir inventer une solution qui pourrait nous aider, nous, les professionnels de la santé. Alors initialement les anesthésistes réanimateurs, et puis finalement vous allez voir que les outils Max s'adressent à tous les professionnels. Quand on est en situation, quand on est fatigué ou qu'on a juste de la complexité à gérer et on ne peut pas se permettre de rater une étape. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de développer un outil qui vous soulagerait la charge mentale lorsque vous êtes en situation, puisqu'on sait bien que notre cerveau est très très vite saturé lorsqu'on a beaucoup d'informations à traiter, que globalement notre cerveau ne peut faire qu'une seule chose à la fois lorsqu'on est sous stress, même si on est des grands professionnels, diplômés, tout ce que vous voulez. En fait, avec le stress, la pression, la complexité à gérer, en fait, on peut faire effectivement qu'une seule chose de bonne qualité. Donc l'idée, c'était d'apporter un outil, un petit Gemini Cricket là, qui serait sur votre épaule et qui vous déchargerait tous les neurones de la partie procédurale du travail pour vous permettre de vous consacrer pleinement à l'environnement qui n'arrête pas de changer, à vos patients, à l'état des patients, à gérer votre stress, le stress de l'équipe. Et finalement, on sait que la plupart des accidents viennent de problèmes humains. Voilà. Donc, sur la diapositive suivante, des chiffres que vous connaissez sans doute, à savoir que les erreurs humaines coûtent énormément pour la société. Les accidents évitables en France coûteraient environ 50 à 60 000 décès pour une valeur d'environ 1 milliard d'euros qui serait essentiellement des indemnisations directes. Alors, comme il a été dit dans la première partie et en introduction, on trouve que les erreurs que l'on cherche, et il y a certainement, si l'on parle non seulement des victimes, des patients victimes de ces erreurs, de ces accidents évitables, mais également les soignants, et puis peut-être tous les handicaps qui en résultent, il est très très probable que ces coûts qui sont estimés, donc 60 000 décès, ça vient d'une étude américaine, parce qu'aux États-Unis, le nombre de décès évitables est estimé à 250 000. Tout ça, c'est probablement la partie émergée d'un iceberg, et que quand on découpera toutes les tranches du gruyère dans lesquelles on arrive avec les accidents, les pré-accidents et puis les conséquences de ces accidents, on arrivera certainement à des sommes qui seront bien supérieures à ce milliard. Donc, sur la diapositive suivante, donc Max by Medae, c'est un service d'assistance cognitive digitale pour tous les professionnels qui sont amenés à gérer des situations complexes. Donc, il y a d'abord les aides cognitives en elles-mêmes qui peuvent être utilisées sur des applis, mais également en direct, en streaming sur votre ordinateur, un petit peu comme sur un Netflix ou sur voilà, j'ai pas d'action dans Netflix, mais ça pourrait se rapporter. On pourrait dérouler les aides cognitives sur votre ordinateur, vous allez voir sur des photos tout à l'heure, ou sur votre téléphone. Également, d'avoir des outils ergonomiques qui vous permettent de vraiment vous décharger complètement les neurones de la partie procédurale, c'est bien, mais si on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dans vos aides cognitives, ça ne sert à rien. Donc en parallèle, on a développé un outil d'édition qui permet à tout utilisateur, donc toute personne inscrite sur la plateforme, de créer elle-même ses propres procédures, de prendre les procédures qui existent déjà, qui ont été mises en commun, et de les modifier, de les renommer et de les modifier, de manière à ce que chacun puisse personnaliser ses propres procédures. On sait bien que sur une même conférence de consensus, on n'en aura certainement pas la même interprétation à Lyon, à Paris, à Amiens, et peut-être même à Lyon, on sait qu'entre l'hôpital Edorario, l'hôpital Lyon-Sud, on ne fera pas tous la même chose. Donc l'outil d'édition permet de prendre des procédures papier, de les personnaliser, de les transformer en aides cognitives, et puis également, comme nous vivons une époque formidable, eh bien, à chaque fois qu'on utilise des aides cognitives, cette utilisation permet de remonter de la donnée, c'est-à-dire des informations recueillies au cœur des soins, au cœur des usages. Et ce travail de l'information, nous allons le voir, aura pour but d'améliorer à la fois les prises en charge et également les procédures elles-mêmes. Sur la diapositive suivante,
Les 3 buts de la startup Medae avec les outils d'aide cognitive, c'est tout d'abord de fiabiliser les pratiques, d'améliorer le maintien et le transfert du savoir-faire et des compétences, puisque moi j'ai été externe il y a une vingtaine d'années, il y avait encore beaucoup d'apprentissage par le compagnonnage, et ça avec la démographie, les anciens partent pas mal à la retraite, on a beaucoup de jeunes et finalement ce compagnonnage diminue, donc ce maintien et puis en plus il y a souvent un turnover, et ça c'est une discussion qu'on a aussi avec les gens de l'industrie par exemple, il y a beaucoup de turnover des jeunes, et les anciens qui pourraient leur enseigner partent souvent à la retraite, et puis ce maintien des savoir-faire et des compétences est difficile. Donc les aides cognitives, c'est aussi un outil qui permettrait de maintenir et de transférer ce savoir-faire et ces compétences. Et puis avec l'analyse de la base de données qui permet de recueillir les prises en charge au cœur même des usages, eh bien, il n'y a pas de big data sans data, mais après un remplissage conséquent de notre base de données, à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, data mining, machine learning. L'idée serait d'extraire les meilleures prises en charge, de voir ce qui marche pas dans nos procédures, donc d'améliorer dans une roue d'auto-amélioration les procédures elles-mêmes, et puis nous le verrons, de rendre l'outil également prédictif, de manière à ce qu'en situation, d'après la base de données, l'outil puisse vous proposer des solutions ou en tout cas des problèmes à anticiper. Sur la diapositive suivante, eh bien, clairement, notre objectif en comparant les résultats que nous avons eus au cours de 4 thèses de médecine et une thèse de sciences qui est en train de se terminer, de plusieurs publications internationales, dont 2 dans le British Journal of Anesthesia, qui est donc actuellement le meilleur journal d'anesthésie, et en comparant avec les origines des accidents évitables, notamment les études de l'HAS, je pense sans rougir qu'en généralisant une culture de facteurs humains au sein des soignants, à savoir la communication, la prise du leadership, le travail sur les biais cognitifs et en accompagnant les professionnels avec des outils d'aide cognitive comme Max, à savoir que les aides cognitives font partie de toute cette gestion du risque, ces outils de gestion du risque extraits du facteur humain tels qu'on peut les trouver dans l'aviation, les checklists des pilotes, tout le monde les connaît, on pourrait sans vergogne, je pense, diminuer de 40% les accidents évitables. Sur la diapositive suivante, eh ben, le Max, ça ressemble un petit peu à ça. La première chose que je voulais, mais en partant du concept que lorsque on est en situation de stress, de crise, notre cerveau peut gérer effectivement qu'une seule chose à la fois. La première chose à laquelle j'avais pensé, c'était d'apporter l'information d'une manière séquentielle, c'est-à-dire que le leader prend le téléphone dans la main ou l'affiche sur l'écran de l'ordinateur, éventuellement au vu de toute l'équipe, et puis chaque information va conduire à une action. Par exemple, le leader va dire à l'équipe, tiens, apportez-moi le chariot d'urgence, commencez le massage cardiaque, est-ce que tu pourrais me préparer ceci s'il te plaît, etc. Comme des illustrations, ça vaut mieux qu'un long discours, eh bien, avec l'outil d'édition, on peut en fait illustrer, personnaliser complètement chacune des étapes en mettant en plus des messages écrits, des photographies, des extraits vidéo, des messages vocaux. Également, l'aide cognitive prend en charge que le cerveau fait mal, par exemple, la gestion du temps. Donc, évidemment, il y a un chronographe qui se lance, mais également, d'une manière complètement programmable, lorsque la procédure démarre, il y a en background des timers qui se lancent et qui vont vous notifier avec des pop-up ou des notifications qu'il est temps de lancer telle action, de faire telle action. Il est évidemment possible de lancer autant de procédures que l'on veut en même temps, parce que parfois les situations sont plus complexes qu'on le voudrait. Il est possible d'appeler à l'aide, de faire des calculs. Les applis peuvent faire des calculs, on peut les programmer ou on peut accéder à une machine à calculer, etc. Donc finalement, clairement, l'idée, c'est de vous libérer complètement l'esprit de tout ce qui est procédural. Au bloc opératoire, moi, quand j'ai une situation difficile, je pose le téléphone, elle me parle, elle va me dire d'injecter l'adrénaline toutes les minutes, toutes les 2 minutes, de préparer ceci, d'appeler à l'aide, etc. Et puis, en fait, finalement, on se rend compte qu'on arrive à prendre en charge des situations extrêmement complexes qui, d'habitude, seraient très stressantes, mais là, on se retrouve à gérer ça sans aucun stress. Et puis, à la fin de la prise en charge, on se dit, bah, tiens, j'ai presque rien oublié. On oublie toujours 1 ou 2 trucs parce qu'on reste des humains, mais globalement, là où on aurait oublié 50% des choses, ce sont les résultats qu'on retrouve systématiquement sur les centaines de cas qu'on a filmés dans notre centre de simulation. Systématiquement, les gens font à peu près 55% de ce qu'on attend d'eux. Et là où on ferait la moitié de ce qu'on attendrait de moi, et ben je sais que là, j'ai fait à peu près 95% sans aucun stress. Donc là, c'est vraiment une plus-value pour moi professionnel qui était énorme. Et puis, c'est un petit peu les impressions que l'on recueille. Donc sur la diapositive suivante, si on veut résumer un petit peu
Le point numéro 2, c'était d'abord les aides cognitives en elles-mêmes, dont l'ergonomie a été testée sur plusieurs aides, sur plusieurs thèses et publiée à la fois en anesthésie-réanimation, dans le domaine du militaire, puisque moi-même je suis médecin de réserve, et puis on a une première thèse militaire qui a été faite, et là on a une thèse de sciences qui est en train de se terminer au sein de la Légion étrangère. L'outil d'édition, donc le premier point qui permet de personnaliser complètement le contenu des aides cognitives. Le troisième point, c'est le recueil des données en temps réel au cœur des usages. Et ça rend notre base de données relativement unique parce que souvent, les applis de santé ou les outils de santé qui proposent comme ça de recueillir de la donnée, recueillent de la donnée autour du soin lorsque, par exemple, le patient rentre chez lui, il va pouvoir communiquer avec son médecin, etc. Ou on va pouvoir remplir a posteriori, comme on le ferait sur nos prescriptions, des actes que l'on a faits. Mais là, avec Max, en fait, on recueille au cœur du soin en temps réel les prises en charge. Et puis, l'outil permet également de remonter du feedback, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut nous faire part de son savoir-faire en remontant du texte libre ou des mots-clés sur lesquels on va pouvoir travailler dans l'analyse des données. Voilà. Donc, finalement, on a une solution qui est globale, à la fois pour l'harmonisation des pratiques, pour la formation soit des étudiants, soit des professionnels. Et là, on vient de montrer que lorsqu'on s'entraîne avec Max, on double la capacité d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à 3 mois, lorsqu'on interroge les utilisateurs qui se sont entraînés avec l'aide cognitive, ils se souviennent de 2 fois plus de points pédagogiques que sur les scénarios où ils ne l'avaient pas. Ça peut être un outil d'évaluation parce qu'on peut comparer lors d'une formation et dans la vraie vie les performances effectuées par les professionnels. Et puis un outil d'amélioration à la fois des performances techniques, puisque systématiquement on diminue les erreurs d'au moins 60%. Et là, on a le premier outil au monde qui, à ma connaissance, systématiquement améliore le facteur humain, c'est-à-dire les fameuses Crisis Resource Management, qui sont donc les outils de facteur humain dédiés à la gestion de crise. Et quand on sait que ces problèmes de facteur humain sont à l'origine de quasiment 100% des accidents, eh bien, c'est un résultat qui est quand même très satisfaisant. Sur la diapositive suivante, on a intégré dans l'outil d'édition un outil de traduction, c'est-à-dire qu'en fait, les procédures, on peut les écrire dans toutes les langues. On peut écrire des procédures qui ont été faites dans une langue étrangère et si l'ergonomie nous convient, on peut la traduire en français et inversement. Et sur la diapositive suivante, les résultats que nous avons obtenus, donc on a donc publié 2 fois dans le British Journal of Anesthesia, une fois dans Military Medicine, on a un deuxième papier qui est en train d'être accepté. Donc 3 thèses, donc maintenant c'est 4, donc 2 en anesthésie-réanimation, une en néonatologie, une en médecine militaire, une thèse de sciences qui se termine en médecine de guerre. Et on a pu avoir le prix de la Société française d'anesthésie-réanimation en 2018 sur notre deuxième étude qui était dédiée à l'arrêt cardiaque. Et systématiquement, on montre une diminution très très importante des erreurs, des omissions. Systématiquement, on améliore les performances en gestion de crise, donc en facteur humain. On a pu donc montrer une rétention d'informations doublée lors des apprentissages et on a pu comparer les performances de Max avec les fiches papier équivalentes et on a pu montrer que, alors d'une part, dans les situations de stress intense, les fiches papier n'ont aucun effet. Et en revanche, nous, systématiquement, on a des performances 30% meilleures que les fiches papier. Donc, sur la diapositive suivante, à quoi ça ressemble dans la vraie vie? Là, par exemple, ici, on était au déchocage avec un patient en choc hémorragique. Ici, au milieu, on a 2 professeurs de chirurgie en train d'opérer le patient. Et vous voyez que sur l'écran, au fond à gauche, moi, je m'étais connecté en préventif sur la plateforme. C'est ce que je fais, moi, systématiquement, quand je vais au bloc opératoire. J'ouvre la plateforme, j'ouvre plusieurs pop-up, plusieurs procédures qui correspondent à l'anticipation des problèmes que je pourrais avoir au décours ou pendant cette chirurgie, par exemple, si ça risque de saigner, s'il peut y avoir une anaphylaxie, un arrêt cardiaque, j'ouvre 2, 3, 4 procédures. Et puis, s'il y a un vrai problème, on déroule les procédures. Et donc là, par exemple, moi, j'ai pris le leadership sur l'action. Et comme là, il y avait, par exemple, les chirurgiens qui faisaient un massage cardiaque, j'ai pu leur dire toutes les 2 minutes, passez-vous la main pour ne pas vous fatiguer, donnez exactement au bon timing l'injection d'adrénaline, des remplissage, etc. Et voilà, c'est une prise en charge qui, en termes techniques, s'est parfaitement passée. Et là, voilà, c'est des expériences qu'on a, pas quotidiennement, parce qu'heureusement, on n'a pas des arrêts cardiaques tous les jours au bloc opératoire, mais voilà, on a de nombreux témoignages qui vont dans ce sens-là.
La diapositive suivante, c'est pour vous montrer brièvement nos différents clients et partenaires actuellement. Donc, tout d'abord, les Hospices civils de Lyon. Donc, on a des partenaires dans le domaine de la santé. La Erdal, qui est donc le premier fournisseur au monde de matériel de simulation avec qui on a fait un partenariat officiel. L'Université Lyon 1, au sein de laquelle nous avons fait nos études et qui est partenaire officiel de la start-up. Plusieurs corps d'armée. Donc, donc j'aurais parlé de la Légion. Les outils sont testés au GIGN actuellement, la NFH, et puis on a plusieurs partenaires industriels avec qui nous avons qui sont nos clients ou qui commencent, avec qui nous faisons des pilotes. Et puis enfin, sur l'avant-dernière diapositive, c'est l'avenir, je vous en parlais tout à l'heure. L'analyse de la base de données permettra à la fois de rendre l'outil prédictif, à la fois d'analyser les meilleures prises en charge pour en extraire peut-être les points à améliorer, les étapes des procédures à changer, parce que sans doute que nos procédures ne sont pas parfaites. Et puis, voilà, puis rendre l'éditeur intelligent, ça c'est un autre chantier. Et voilà, donc sur la dernière diapositive, encore une fois, je voulais remercier la prévention médicale pour ce prix. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis heureux de vous remettre le deuxième prix de 4 000 € pour cet important travail que vous avez pu faire et qui consiste à supprimer les biais cognitifs, ce qui pour moi était quelque chose d'assez abstrait il y a peu de temps, bien que j'ai un de mes fils qui est un master de psychocognitif, mais vous avez une supériorité, c'est que vous avez aussi une formation d'ingénieur. Et donc, je pense que là, ça a dû vous aider dans ce travail. Si vous permettez, je peux vous montrer en une petite minute un extrait vidéo pour vous montrer comment ça se passe au centre de simulation. Alors, je précise pour les âmes sensibles que, bon, là, ça va être la réanimation d'un arrêt cardiaque, mais c'est sur un mannequin. Et donc, on a fait un montage vidéo avec... donc, c'est une vidéo réelle, c'est-à-dire que la personne qui passe, on m'a donné son accord, à l'époque où elle était interne, maintenant, elle est chef chez nous, et elle faisait partie d'une des études qu'on avait faites, donc elle ne savait pas sur quoi elle allait tomber, et elle a utilisé Max parce qu'elle était dans le groupe qui utilisait Max, et puis vous allez pouvoir voir à côté, sur le côté de la vidéo, les étapes de l'aide cognitive qui se déroulent. Donc si Nicolas, on peut lancer la vidéo. Donc là, bonjour, je suis étudiant aide-soignant. Ouais. J'ai entendu on demandait... Ok, il faut une planche à masser, s'il te plaît. Commence à masser. Tu vas chercher un défibrillateur, s'il te plaît. Avec Max, moi je m'en occupe de ça. Ok, je valide. Appel à l'aide, c'est une urgence. Tu veux m'amener de... Ouais, voilà. Une personne pour un massage cardiaque immédiat. Ok. Une personne et démarrage immédiat. 100 à 120 compressions. Tu masses, sur rythme stay alive. Il y a quelqu'un qui se met à la tête. Je m'en occupe, je me mets... Mettre le patient sur un plancher. Ok, est-ce que tu enfonces bien de 5 cm le diaphragme? Du massage d'au moins 5 cm. Je veux que, dès qu'on aura la tête, charge d'urgence. Désigner une personne pour apporter le chariot d'urgence, une autre pour préparer le matériel de ventilation. Interrompre la chirurgie à feu. Ne jamais interrompre la réunion. Ok, merci. Donc, ce qu'on voit en fait, je ne sais pas si vous avez vu l'excellent film Sully avec Tom Hanks qui pose son avion sur l'Hudson aux États-Unis, qui était une histoire vraie. Il y a une scène qui est importante puisque, en fait, quand ils se prennent les oies sauvages qui coupent leurs deux réacteurs, pendant 30 secondes, il ne se passe rien. Et en fait, nous, sur les centaines de vidéos qu'on filme, et là, je pense que mes collègues ici présents qui font beaucoup de simulations, je ne pense pas qu'ils me contrediront, il y a souvent une espèce de viscosité mentale, il y a une espèce de sidération pendant quelques secondes qui peut aller jusqu'à 30 secondes. Et nous, ce qu'on observe régulièrement, c'est ça, c'est que pendant les 30 premières secondes, comme vous avez pu le voir sur le début de la vidéo, c'est un petit peu le bazar. Et ensuite, lorsqu'ils prennent l'aide cognitive, les actions s'organisent au bout d'une minute. Et ensuite, pendant 20 minutes, bon là c'était un extrait assez court, mais pendant 20 minutes, ensuite les actions se font dans l'ordre, tout ce qui est facteur humain, la gestion de l'équipe est nickel, alors que si on n'a pas d'aide cognitive, en général ce qui se passe c'est que c'est le bazar pendant 20 minutes et on se rend compte qu'on oublie la moitié des choses.
Voilà, donc cette petite vidéo était à titre d'exemple et c'est ce qu'on observe très souvent. Et dans la vraie vie, finalement, quand on utilise Max, c'est exactement ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'humain, enfin vraiment l'aide cognitive, ça ne remplace pas l'humain, ça ne remplacera jamais l'humain, ça ne remplacera jamais notre savoir-faire, notre intuition. En revanche, lorsque l'humain fait son analyse de la situation et qu'il fait un diagnostic, par exemple, à nous de nous dire, voilà, si j'avais une procédure sous la main, qu'est-ce que je prendrais? Est-ce qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque, d'un choc ceci, d'un problème chirurgical? Et quelle procédure je prendrais? Et à ce moment-là, on ouvre l'aide cognitive et ça permet de dérouler l'action sans aucun stress et sans erreur. Voilà. Et du coup, la gestion de l'équipe s'en ressent et la communication d'équipe, le leadership, l'anticipation, la résolution de problèmes, l'utilisation des ressources, tout ça est quasiment parfaite. Voilà. Merci Jean-Christophe. On va peut-être prendre quelques questions s'il y en a. Alors oui, parmi les questions, on voit que c'est un projet sophistiqué qui vous a pris plusieurs années pour la mise au point. Qu'est-ce qui a été décisif dans la réussite de ce projet? Alors, plusieurs choses. Il y a d'abord alors moi, mon diplôme d'ingénieur, il est très très vieux, donc en tant que médecin, on n'est pas du tout formé à la création d'une start-up. Donc c'était d'abord l'accompagnement que j'ai pu avoir au sein de la SAT, donc Pulsalis, qui est un incubateur public, qui m'a donc accompagné il y a 6 ans pendant les premières années, et qui a pu me prêter de l'argent pour démarrer, parce qu'il y a eu effectivement des années de développement technique, et puis évidemment ça a engendré des frais. Tous ces développements ont pu se faire parce que de base, je voulais que cet outil soit un outil pour le terrain et par les gens de terrain. Donc toutes les améliorations, les fonctionnalités que vous avez pu voir, et encore sur l'extrait vidéo que vous avez vu, il n'y avait pas tellement d'extraits de films, de petites photos. C'était une version un petit peu d'il y a 1 an de l'outil. Toutes les améliorations sont venues du terrain, donc grâce aux études qu'on a pu faire. Donc finalement, c'est ce partenariat avec l'Université Lyon 1 et le centre de simulation qui a permis en permanence de coller au terrain, aux besoins de terrain, et puis les rencontres que l'on peut faire dans ce genre de projet, alors notamment au sein du centre de simulation, mais aussi avec le professeur Thomas Rimley, qui est mon chef de service à l'hôpital Edorario, qui a du coup, sur ses propres crédits, décidé d'acheter pour tous les anesthésistes réanimateurs de l'hôpital Edorario, tous les internes lyonnais d'anesthésie et toutes les infirmières anesthésistes de l'hôpital Max, donc on peut s'entraîner. Et puis grâce à ça, ça m'a permis, et grâce aussi au partenariat qui a été signé entre l'incubateur Pulsalis et les hospices civils de Lyon, d'avoir un intérêt certain de la part des hospices civils. Donc en ce moment, on est en train de travailler avec eux, soit pour le lancement de plans blancs, soit pour la gestion de situations de crise au niveau du terrain. Parce qu'en fait, les aides cognitives, finalement, ça s'applique à toute situation dans laquelle il y a des procédures. Et donc, on avait aussi remporté un appel d'offres avec les pompiers, avec lesquels on travaille à la fois sur des plans de gestion de crise, de lancement de crise au niveau du commandement, mais aussi des procédures de terrain. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les hospices. Donc, j'espère que ça aboutira à des résultats probants, mais ça, j'ai pas trop de doutes. Alors, vous évoquiez l'humain, justement, l'importance de l'humain. On voit que ce sont quand même des procédures qui sont assez différentes des pratiques anciennes. Est-ce que vous ne rencontrez pas une certaine résistance? Est-ce qu'il n'y a pas un effet de génération aussi dans l'adoption de cet outil technologique pour résoudre justement les situations de crise ou les situations d'urgence? Si, clairement, le premier frein, c'est la résistance au changement. Et ça, il y a une génération de professionnels avec qui c'est plus difficile. Alors c'est pour ça que, au départ, moi quand j'avais commencé à faire le prototype, la version 1, j'avais commencé à rendre visite à mes anciens co-internes qui sont la plupart du temps anesthésistes ou réanimateurs seniors. Et je me suis rendu compte, finalement, ce qui me semblait, moi, être un progrès, être enthousiasmant. J'arrivais finalement avec un discours, je vais vous enlever du stress, je vais vous enlever des accidents, ça va vous coûter moins cher, votre assureur sera content, votre établissement sera content parce qu'au niveau communication, c'est pas mal de dire qu'on fait du digital, etc.
Et puis en fait, c'était pas aussi évident que ça l'était dans ma tête. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on commence par les petits jeunes, c'est-à-dire nos internes, nos externes. Là, par exemple, l'Université Lyon 1 a offert des licences à tous les étudiants en santé, donc ils sont 5000 étudiants en santé sur l'Université Claude Bernard Lyon 1, que ce soit en médecine, en odontologie, en maïeutique et en pharmacie. Donc l'idée, et c'est depuis cette année, on leur donne des cours en leur disant, dès la 3e année, on leur donne un cours sur le facteur humain en disant que si, c'est normal de faire des erreurs, que ça fait partie de l'apprentissage, et ça, c'est des choses qu'on leur avait jamais enseignées. Donc finalement, d'une manière ascendante, on se dit que les prescripteurs de demain, c'est les étudiants d'aujourd'hui, donc on leur fournit ce genre d'outils. Et puis, la deuxième aide, c'est de passer par en haut, que ce soit par les établissements de santé, comme les hospices civils de Lyon, ou par les assureurs, pour proposer l'outil aux professionnels en leur donnant un petit incentive, une petite motivation qui pourrait être pour certains une diminution de la police d'assurance. Et puis tout ça, ça va avec des formations. Parce qu'il est évident que même, finalement, quelle que soit la génération dans laquelle on se trouve, il suffit de passer une seule fois en centre de simulation pour redescendre un petit peu de son piédestal, reconnaître qu'on peut faire des erreurs et qu'il y a des solutions pour faire mieux. Sauf que même si plus jamais la première fois sur le patient, c'est un vœu pieux de l'HAS, on y arrivera un jour, mais actuellement, il est quand même difficile de faire passer en simulation des dizaines ou des milliers de médecins et d'infirmiers, enfin, dans un temps assez court. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que les gens passeront dans des formations continues, que ce soit la simulation, sur des serious games, sur des voilà, on a vu de très beaux outils tout à l'heure. Et ben, ces professionnels vont vraiment se rendre compte que c'est normal de faire des erreurs et qu'on peut faire mieux. Et si en plus ils repartent de la formation avec une petite formation en facteur humain et aux aides cognitives, et ben, ils utiliseront des outils comme les miens qui sont quand même assez faciles à utiliser. On peut s'entraîner n'importe où dans le métro, à la maison, avant de se retrouver en situation réelle. Donc, je suis un petit peu déçu parce que ça ne va pas aussi vite que ce que je pensais. D'un autre côté, ça a mis 30 ans en aéronautique. Bon, j'espère que ça mettra moins de temps en santé, j'en suis sûr, mais ce n'est pas aussi rapide que ce à quoi on aurait pu s'attendre, quoi. Bon, enfin, on est quand même sur la bonne voie. Si je oui. Oui. Donc, je vais repasser la parole à Marie-Christine pour le lauréat suivant. Merci. Merci à vous. Et puis, donc, le dernier prix, ce n'est pas le 3e prix, mais c'est un autre type de prix, puisque en général, on décerne un prix soit à des internes, soit à des étudiants, alors étudiants au sens large, puisque Guillaume de Cormeil, c'est plus vraiment un jeune étudiant, c'est un infirmier en réanimation qui, par ailleurs, prépare un doctorat en psychologie cognitive, mais il reste quand même dans sa production, elle est liée justement à ce doctorat. Il travaille sur un sujet qui est extrêmement important et qui, moi, me tient beaucoup à cœur, puisque pendant ma vie hospitalière, je me suis quand même rendu compte que la moitié des événements indésirables graves associés aux soins étaient liés à des erreurs médicamenteuses et particulièrement à des erreurs liées à des calculs de doses. Donc, ce que propose Guillaume est un outil qui permet aux étudiants infirmiers, mais aussi aux infirmiers confirmés, de s'entraîner au calcul de doses de manière à vraiment pouvoir pratiquer en sécurité. Et l'intérêt de ce travail, il va vous le présenter, c'est qu'on peut s'entraîner autant de fois qu'on veut. Et donc, évidemment, ça augmente beaucoup la courbe d'apprentissage. Donc, Guillaume, on vous laisse la parole pour que vous présentiez votre travail avant de vous remettre votre prix. Écoutez, merci beaucoup Marie-Christine, merci à l'ensemble du jury de la prévention médicale, Monsieur Combeau et Monsieur Gallard. Et donc effectivement, comme le disait Madame Maule, je suis infirmier de réanimation depuis une quinzaine d'années, formateur en simulation sur le CHU de Toulouse et actuellement doctorant en psychologie cognitive en convention CIFRE chez un industriel qui est Sim4Health. Et donc, diapositive en tout cas sur la suivante, sur la présentation. Comme vous l'avez souligné, le médicament reste une des 3e causes d'événements indésirables graves. Et donc, même d'après le dernier rapport qui est issu là, de 2019, le précédent 2015, le médicament reste une des premières causes liées aux événements indésirables. Et donc, dans le pourcentage de la survenue des événements, 69% sont liés aux médicaments. Une erreur sur 2 est évitable. Et parmi les 3 erreurs les plus fréquentes, effectivement, 41% sont liées à des erreurs de calcul et de préparation. Donc, on voit bien que cette thématique reste prédominante dans la survenue des événements indésirables. Malgré
les règles, on va dire, de bonne pratique, la règle des 5 B, hein, administrer au bon patient, le bon médicament, à la bonne dose, sur la bonne voie, au bon moment, et bien effectivement, tout professionnel et de chaque service, hein, tout professionnel de l'ensemble des unités sont concernés. Et malgré ça, malgré l'entraînement, eh bien, il y a des erreurs. Et une chose très clair, c'est que depuis 15 ans que je suis infirmier, il n'y a pas, depuis le premier jour où j'ai débuté, et depuis le premier jour où j'ai débuté même en réanimation, à aucun moment on m'a redemandé si je savais faire un calcul de dose, et on m'a réinterrogé sur cette pratique. Donc ce qui peut aussi potentiellement expliquer peut-être la survenue d'événements. Et donc la naissance de Simdose, dont j'aimerais vous présenter, elle vient de ce constat, puisque faut-il blâmer l'erreur, apprendre de l'erreur, comme nous ont expliqué nos deux lauréats juste avant. Et dans cette culture de la prévention de l'erreur, l'adage qu'on connaît tous, hein, jamais la première fois sur le patient, j'aimerais bien dire plutôt bien faire dès la première fois sur le patient. Et donc, dans cette réflexion, on peut passer à la diapositive suivante. Dans ma réflexion par rapport à ce travail, avec donc mon employeur, Sim4Health, on a fait réaliser un partenariat avec les éditions Fouché, qui sont un éditeur de livres sur la théorie du calcul de dose pour les soins infirmiers. Et donc, quand on réfléchit simulation, quand on réfléchit modalité pédagogique, eh bien, on peut multiplier les apports et il est très intéressant dans la courbe d'apprentissage, eh bien, effectivement, d'allier et de mélanger ces modalités pédagogiques, aussi bien de passer de la théorie à la pratique que vice-versa. Et on peut revenir de la pratique à la théorie. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que ce produit va s'intégrer, va s'inscrire dans un parcours pédagogique. Et donc, à l'heure actuelle, que ce soit dans le côté distanciel ou présentiel, mais surtout va s'intégrer aussi dans une réingénierie pédagogique qui peut être hybridée. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que l'étudiant va pouvoir, en autonomie, s'entraîner tout seul sur la préparation, le calcul et toutes les modalités de règles de bonne pratique. Et donc, si on passe à la diapositive suivante, effectivement, ce qui est intéressant dans l'ensemble de ce simulateur numérique, l'étudiant va pouvoir préparer un médicament en fonction de la prescription médicale du médecin, vérifier cette prescription si elle répond aux règles de prescription. Il va pouvoir ensuite calculer le débit, la dilution, le nombre de milligrammes, pouvoir s'entraîner par l'erreur, faire des erreurs, recommencer. Et puis, ce qui est là et innovant aussi dans ce produit, c'est qu'il va pouvoir choisir le matériel adéquat en fonction de la préparation qu'il doit faire. Et donc, qui va pouvoir permettre aussi aux formateurs d'avoir une approche, on va dire, pharmaco-économique dans la gestion de la préparation. Et enfin, dernière étape, l'étudiant va devoir valider l'étiquette d'identification en vue de l'administration du produit au bon patient. Et donc, dans la diapositive suivante, avant de vous montrer en quelques minutes de vidéo une présentation beaucoup plus complète, Simdose, c'est 30 exercices sous 3 formes galéniques, hein, qui sont la perfusion, le médicament et donc l'hydratation. Et donc, l'étudiant, en autonomie, va pouvoir s'auto-former. Ce produit peut répondre aussi bien en formation initiale des professionnels de santé, plutôt à visée infirmier, que aussi en formation continue. Tout au long de sa progression, l'étudiant aura des rappels théoriques à chaque étape. Et là où ce qui peut être intéressant dans la construction, c'est qu'il y a 3 niveaux différents, guidé, normal ou expert. Et donc, dans ce niveau de difficulté, c'est non pas le calcul qui devient difficile, mais c'est plutôt l'aide apportée à l'étudiant dans la compréhension du schéma mental de la réalisation du calcul. Donc, on le verra très bien dans la vidéo. Et à la fin, comme tout produit numérique, il y a un feedback personnalisé avec le tracking individualisé de ce qu'a fait l'étudiant pour avoir un débriefing, et en tout cas plutôt un feedback personnalisé, puisque le débriefing sera fait à l'issue avec le formateur. Donc je vous propose sans plus attendre de passer à la vidéo, si vous le voulez bien, Nicolas.
Alors, comme tout logiciel numérique, un achat de licence est possible pour une institution ou de manière individuelle. Et ce qui est, à mon sens, important, et comme on l'a vu à l'image avec le précédent lauréat, dans le cadre de mes études de recherche, effectivement, la recherche peut être aussi prédominante avec ce type de logiciel, puisqu'on souhaite tous apprendre et justement éviter peut-être la survenue d'erreurs en réel. Et donc, pouvoir comparer ce qui est fait sur les apprentissages numériques et pouvoir comparer effectivement peut-être ce qui est fait sur de l'analyse de calcul de dose en réel. Et donc, on pourrait proposer ce logiciel, par exemple, lors de la semaine de sécurité patient à l'hôpital, avec des groupes qui évalueraient leur performance. On pourrait comparer, voir de manière longitudinale aussi des étudiants qui rentreraient en première année et qui sortiraient en troisième année, avec des groupes d'étudiants qui n'utiliseraient pas peut-être ces simulateurs, pour voir un petit peu le gap, la rétention d'informations, et surtout, l'important, c'est qu'ils réussissent bien dès la première fois leurs calculs auprès de leurs patients pour éviter justement la survenue d'événements indésirables. Et comme nous l'avons vu sur la présentation précédente, le nombre et surtout le coût financier que cela peut engendrer pour l'institution et en termes de responsabilité aussi pour le professionnel, eh bien cet outil a un intérêt majeur. De plus, on pourrait aussi initier avec ce type d'outils peut-être qui paraissent simples et qui sont très complexes, promouvoir aussi la recherche auprès de cadres formateurs en IFSI pour promouvoir la recherche paramédicale qui, à l'heure de la mise en place des sciences infirmières, peut être un point majeur. Et enfin, comme vous l'avez vu, un dernier point, et ça c'est plutôt un terme d'ouverture. À l'heure actuelle, et pour des raisons aussi de timing, le produit est développé que sur 3 formes galéniques, mais sur, on va dire, des règles de calcul générales, qui va jusqu'à peut-être la préparation de pousse-seringues électriques, mais on n'aborde pas les spécialités médicales comme la pédiatrie, la réanimation, l'urgence, ou même le bloc opératoire. Et donc, ce sera certainement un axe d'amélioration de ce produit, puisque, comme on le sait, les médicaments qui sont à viser, on va dire, de services spécialisés sont contraints à des règles particulières de dilution, de transformation particulière, de surveillance. Et donc, il se veut peut-être se développer avec une version 2 du logiciel pour pouvoir former à l'ensemble des spécialités qu'intègre en tout cas notre profession d'infirmier. Et donc, pour la dernière diapositive, je voulais vous faire partager à l'ensemble de la communauté le trophée que notre société et par mon biais on a pu récupérer puisqu'on fait partie des lauréats des trophées de la e-santé. On fait partie des 10 startups et ça va dans le second axe de mes recherches puisqu'il s'agit de la collection de simulateurs en soins infirmiers pour la mise en place du raisonnement clinique. Et donc finalement, tous ces simulateurs, à mon sens, viennent compléter la formation des étudiants en santé et ce qui peut être un axe d'amélioration future. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je remercie encore une nouvelle fois l'ensemble de la prévention médicale, du jury, de ses membres, des présidents et de Madame Maule. Bravo. Écoutez, en tant que président de la prévention médicale, je suis heureux de remettre un chèque de 2 000 € pour le magnifique travail que vous nous avez présenté. Marie-Christine. Quelques petites questions, s'il y en a. Séverine. Oui, alors, comme question, il y a de savoir si ce logiciel Synose est déjà utilisé et si oui, où. Alors, c'est un logiciel qui est destiné à ce jour à l'ensemble des infirmiers, de la formation initiale infirmière et continue. Et donc, il est essentiellement utilisé en IFSI, donc en Institut de formation en soins infirmiers. C'est essentiellement les centres de formation qui souscrivent à des licences et voire même les étudiants eux-mêmes peuvent acheter directement le produit sur notre site.
pour avoir une gestion autonome. Alors, autre question, vous indiquiez tout à l'heure que Simdos comporte déjà 30 situations, si j'ai bien noté. Alors d'abord, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Et est-ce que vous constatez qu'il y a des situations qui sont de fait plus utilisées que d'autres, où le simulateur est plus utile ou plus décisif que d'autres? Alors comme je l'avais un petit peu préannoncé, effectivement, à ce jour, il n'est pas développé pour la formation à des calculs très spécifiques, comme pour des environnements type réanimation, urgence ou bloc opératoire. Et ce qui fera un axe d'amélioration futur, je l'espère, puisque c'est primordial de aussi s'entraîner à des calculs délicats et difficiles. Ensuite, pour la seconde question, le produit vient de sortir de terre il y a très peu de temps, donc on n'a pas encore analysé sur l'ensemble des utilisateurs à l'heure actuelle, savoir lesquels exercices, on va dire, étaient les plus utilisés. La seule chose que je peux dire, c'est que cet outil, en fonction de la modalité qui est retenue, si c'est dans le cadre de la formation initiale, les formateurs l'utilisent essentiellement avec un étudiant derrière l'ordinateur et non pas en binôme comme ça peut se faire par exemple pour la collection, pour une simple et bonne raison, c'est que la demande d'aide dans la stratégie d'apprentissage, elle peut être un petit peu mal utilisée si on est deux, si notre collègue est plus performant que nous par exemple. Et donc on préconise, et les formateurs l'utilisent en ce sens, un étudiant par ordinateur, et ensuite le formateur projette la situation de soins pour faire un débriefing commun. Ce que j'aurais pu compléter, et ce que je n'ai pas dit dans la présentation, c'est que sur les 2 dernières étapes de la réalisation du jeu, il y a parmi un bundle de 30 questions, 5 questions qui sont tirées au hasard pour apporter de la connaissance théorique. Alors, vous soulignez aussi tout à l'heure que ce logiciel pouvait être utilisé de façon répétée. De la même manière, est-ce que vous avez déjà suffisamment de retours d'expérience pour dire combien de temps il faut l'utiliser ou le nombre de fois que les exercices doivent être répétés pour être efficaces et pour que les actions soient maîtrisées? Alors, à ce jour, et de manière tout à fait transparente, j'ai pas encore de retour sur le nombre d'utilisations pour qu'effectivement il y ait une acquisition de la performance. Donc ça, c'est des choses qui sont des projets de recherche qui sont en train d'être mis en place. En comparaison, ce qui pourrait aider dans la réflexion, moi qui travaille essentiellement en psychologie cognitive et donc par exemple sur un autre logiciel que j'utilise en formation initiale, sur l'estimation et l'auto-estimation sur le fait de réussir ou pas la prise en charge du patient, ou donc là on pourrait dire réussir le calcul, eh bien dans l'auto-estimation de sa performance, je vois qu'à partir de 6 mesures répétées, donc 6 évaluations, donc 6 entraînements répétés sur le même scénario, eh bien l'étudiant a une meilleure auto-estimation de sa performance. Et donc dans la variabilité se réduit. Donc là, ça peut devenir aussi intéressant, peut-être aussi d'apporter des questions sur l'auto-estimation avant de réaliser le simulateur et après pour vérifier aussi sa performance. Donc là, c'est les seuls éléments que je peux vous apporter. Mais parmi la trentaine, pour le moment, d'établissements l'utilisant, eh bien, peut-être qu'il y aura justement un projet de recherche commun et multicentrique qui pourrait être mené pour pouvoir donner plus d'impact sur la performance dans la réalisation de ces calculs. Très bien, merci pour ces réponses. Avant de laisser Nicolas conclure, je voulais juste rappeler que nous lançons le prochain Grand Prix de la prévention médicale. Donc, tous ceux qui sont intéressés de postuler sont les bienvenus. Et je laisse Nicolas conclure cette intéressante communication sur les Grands Prix de la prévention. En fait c'est notre président qui va conclure. Donc, Jean-Yves Gallard. Bon, écoutez, Nicolas, je vous remercie. Merci pour tous les participants, pour le travail que vous avez fourni.
Moi, je trouve que c'est un sujet qui restera d'actualité très longtemps. On n'a pas fini d'épuiser toutes les procédures qui pourraient être mises en place pour éviter les erreurs et les omissions et les défauts de langage, les difficultés de résolution des problèmes, les attentions superficielles, les émotions qui embarquent tout avec elles. Mais c'est très important que l'on continue à travailler sans oublier le patient, qui peut-être dans certaines circonstances peut jouer un rôle, évidemment pas quand il est en arrêt cardiaque, mais dans d'autres circonstances, il ne faut pas l'oublier et on peut éventuellement voir s'il y a moyen de le faire participer à son traitement. Voilà, écoutez, je vous remercie et comme l'a dit Marie-Christine, eh bien, rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle remise des prix de la prévention médicale. Je vous remercie.